Il était une fois un garçon, Élie. Il n'est pas né brisé. Il n'est pas né en colère ou perdu. Non, il a commencé comme tout le monde. Un enfant avec de l'émerveillement dans les yeux, qui demandait toujours « Pourquoi ?» et rêvait en couleur. Mais ce qui a brisé Élie, ce n'était pas seulement le traumatisme. C'était le déni de ce traumatisme, le faire comme si, les sourires de forcer en public, le fait que jamais personne n'ait dit « Eh, quelque chose ne va pas ici ». Ce déni de la réalité elle-même devint le poison. Tu vois, un esprit humain est résilient, mais pas invincible. Le traumatisme ne reste pas seulement dans la mémoire. Il s'ancre dans le corps. Il déforme le système nerveux. Il reprogramme la manière dont une personne perçoit le monde, les autres, et, le plus tragique, elle-même. Il apprend à un enfant qu'il n'est pas en sécurité, pas digne, pas réel. Et avec le temps, cet enfant grandit. Le masque grandit avec lui. Élie devint charmant, drôle. Il apprit à lire les gens, à se transformer en ce dont ils avaient besoin. Il en devint un maître. Et pourtant, en dessous, il était vide, creux, comme une pièce après un incendie. Les murs encore debout, mais l'âme disparue. Voilà ce que fait un traumatisme non traité. Il divise les soi. Carl Jung a dit un jour « La plus grande tragédie de la famille, ce sont les vies non vécues des parents. » Élie hérita de cette tragédie, non seulement génétiquement, mais par le silence, la répression, le froid héritage de la négligence émotionnelle. Il n'est pas devenu fou d'un seul coup. Cela a commencé par l'insomnie, ce sentiment que quelque chose allait toujours mal, même quand tout semblait bien. Puis vinrent la paranoïa, la colère, la haine de soi. Il ne pouvait faire confiance à personne, pas même à lui-même. Les relations devinrent des champs de mines. Il repoussait les gens tout en les suppliant de rester. L'amour devint un champ de bataille où il jouait à la fois le soldat et le saboteur. Une fois, il a essayé la thérapie. Il dit au thérapeute qu'il ne ressentait plus rien, que ses rêves n'avaient aucun sens, que parfois il regardait dans le miroir et ne reconnaissait pas l'homme qui le regardait. On lui répondit que c'était de l'anxiété, de la dépression. Mais les étiquettes ne touchaient pas le vrai monstre, la douleur enfouie, qu'il n'avait jamais appris à exprimer. Car lorsqu'un traumatisme est ignoré, il ne disparaît pas. Il se cache, il fermente, il attend. Et un jour, il sort. Peut-être dans une crise, peut-être dans une addiction, peut-être dans le silence soudain d'une personne qui riait autrefois le plus fort. Élie commença à se parler à lui-même, pas seulement des pensées vagues, mais de véritables conversations, disputes, cris. Il passait devant les miroirs sans cligner des yeux. Il commença à porter un carnet dans lequel il griffonnait des pensées qui n'avaient de sens pour personne d'autre. Ses amis disaient pas qu'il avait changé, mais la vérité, c'est qu'il avait toujours été ainsi. Il avait juste perdu l'énergie de le cacher. Voilà ce que personne ne dit sur le fait de devenir fou. Ce n'est pas de la folie, c'est de l'épuisement. C'est l'âme qui abandonne la représentation. Lorsqu'une personne passe sa vie à réprimer ses blessures, ses peurs, ses traumatismes, l'esprit finit par se briser. Car l'esprit humain n'est pas une machine. C'est un tissu fragile de souvenirs, d'émotions, de croyances et de significations. Si trop de ce tissu est trempé dans la douleur et le silence, il commence à se déchirer. Élie commença à croire aux voix, à voir des symboles dans des lieux qui n'avaient aucun sens. Il appelait cela des motifs. Il pensait que l'univers lui parlait directement, pas métaphoriquement, littéralement. Chaque publicité à la radio, chaque regard d'inconnu, chaque scintillement de lumière dans le couloir devenait un message. Ce qui se passait vraiment, son esprit, affamé d'ordre, créait du sens dans le chaos. Il essayait de donner forme à ce qui n'avait jamais été traité. C'est le cruel tour du traumatisme non guéri. Il ne te laisse pas en paix, il ne te laisse pas oublier. Il se déguise en anxiété, en colère, parfois même en illumination mystique. Mais derrière tout cela, il y a un enfant qui crie « S'il te plaît, vois-moi, sauve-moi, aide-moi ».
Mais alors, il est trop tard, parce que le monde ne comprend pas la folie. Il la craint, il en fait un spectacle. Et Ellie, comme tant d'autres, devint un avertissement de plus, une statistique de plus. Un autre, qu'est-ce qui a mal tourné? Il n'est pas devenu fou parce qu'il était faible. Il est devenu fou parce qu'il avait été fort trop longtemps. Certains appellent cela de la folie. Mais Jung avait un autre mot, individuation. Le processus de devenir entier en affrontant les parties sombres et chaotiques de soi. Mais pour quelqu'un comme Ellie, cela ne ressemblait pas à de la noblesse. Cela ressemblait à une noyade, à être aspiré dans quelque chose d'ancien et de terrifiant. Quelque chose qui ne parlait pas avec des mots, mais avec des symboles, des fragments, des cris derrière des portes fermées. Car la vérité, c'est qu'on ne perd pas son esprit du jour au lendemain. Cela se fait lentement, comme une fissure dans un miroir qui s'étend avec le temps. De l'extérieur, on peut dire qu'il a juste craqué. Mais ils n'ont pas vu ce qui s'est passé avant. Les morceaux qui n'étaient pas bruyants, les nuits silencieuses, les moments où personne n'était là. Lorsque tu enterres ton passé, tu ne le tues pas, tu le multiplies. Un traumatisme non guéri devient un fantôme, et les fantômes ne meurent pas, ils hantent. Ellie ne luttait pas seulement contre des souvenirs, il portait le poids émotionnel de toutes ces années de négligence, de confusion, de honte et de chagrin non exprimé. Chaque moment où il s'était tu en tant qu'enfant criait à nouveau contre lui en tant qu'adulte. C'est là que la frontière entre raison et folie commence à s'estomper. En psychologie, on parle souvent du faux soi, cette version de toi créée pour survivre. Pas pour vivre, pas pour s'épanouir, juste pour survivre. Ce faux soi porte des masques, dit aux autres ce qu'ils veulent entendre, et enfouit la vérité si profondément que même toi tu oublies qu'elle existe. Mais la vérité, elle, ne t'oublie pas. Un jour, le masque craque. La personne ne peut plus supporter le poids. Et quand elle se brise, que reste-t-il? Seulement l'ombre, le côté que tu n'as jamais voulu affronter, la colère que tu prétendais ne pas avoir, la tristesse que tu croyais insignifiante, la voix en toi qui chuchotait. Tu n'as jamais été aimé comme tu en avais besoin. Voilà ce que signifie vraiment devenir fou. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas démoniaque, ce n'est même pas irrationnel. C'est la psyché humaine qui se brise sous le poids du mensonge. La folie est la protestation de l'âme. C'est le cri d'un esprit réduit trop longtemps au silence. Et d'une certaine manière, c'est aussi une opportunité. Parce que quand tout s'effondre, quand les mensonges disparaissent, quand le masque éclate, quand le monde n'a plus de sens, il ne reste qu'une chose qui peut te sauver, la vérité. Mais elle n'est pas belle. La vérité d'Ellie était celle-ci. Il avait été abusé, il avait été négligé, il n'avait jamais été vu pour ce qu'il était vraiment. Et pendant des années, il s'était dit que ce n'était pas grave. Mais ça l'était. Ça l'a toujours été. Carl Jung croyait que la guérison commence quand l'inconscient devient conscient, que l'acte de faire face à son obscurité, et non de fuir, est le commencement de la rédemption. Mais voilà la difficulté. Faire face au passé signifie ressentir tout ce qu'on s'était si bien appris à ne pas ressentir. Et c'est terrifiant, parce que sous l'engourdissement, sous la folie, il y a quelque chose d'encore plus effrayant, la vulnérabilité. Pour entrer dans ton ombre, tu dois redevenir doux, tu dois faire ton deuil. Et le deuil est une forme de mort. Ellie commença à écrire, pas pour la clarté, pas même pour guérir, juste pour laisser sortir. Les pages étaient chaotiques, des griffonnages, des dessins, parfois juste la même phrase répétée 50 fois. Je ne méritais pas ça. Cette phrase le changea, pas parce qu'elle lui apporta la paix, mais parce qu'elle lui donna la permission. La permission d'être enfin en colère, d'être triste, de ressentir. Et là-dedans, il trouva quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, l'espoir. La guérison ne commence pas par la motivation,
ou une pensée positive. Elle commence par l'honnêteté, et l'honnêteté commence dans la douleur. Ellie reprit la thérapie, mais cette fois, il n'essaya pas d'impressionner. Il n'essaya pas d'être intelligent ou spirituel. Il pleura simplement pour tout. Pour l'enfant qui avait grandi trop vite. Pour l'adulte qui ne s'était jamais senti en sécurité. Pour la folie qui prenait enfin sens lorsqu'il cessa de fuir. Il n'était pas guéri, mais il n'était plus perdu. Il apprit que la folie n'avait jamais été l'ennemi. Elle était un message, un cri d'attention des parties de lui-même qui avaient été enfermées. Et quand il ouvrit enfin la porte, ces parties ne l'attaquèrent pas. Elles le remercièrent, parce qu'il écoutait enfin. Si tu t'es déjà senti devenir fou, si le monde t'a semblé trop bruyant et toi trop brisé, sache ceci, tu n'es pas brisé, tu es enseveli, et guérir ne signifie pas devenir quelqu'un de nouveau. Cela signifie te souvenir de qui tu étais, avant que la douleur ne te fasse oublier. Comment commencer ? Commence par le silence. Pas le silence engourdi de la dissociation, mais le silence sacré de l'écoute. Écris, crie, marche, pleure, mais fais-le consciemment. Fais-le sans honte. Lis des livres qui vont au-delà des symptômes, des livres qui plongent dans l'inconscient. Le corps n'oublie rien de Bessel van der Kolk. Accepter son ombre de Robert A. Johnson. Le drame de l'enfant doué d'Alice Miller. L'homme et ses symboles de Carl Jung. Ce ne sont pas seulement des livres, ce sont des miroirs. Ils ne te donnent pas des réponses, mais ils te donnent la permission de poser les vraies questions. Et surtout, ne guéris pas pour être parfait. Guéris pour être vrai, pour que tu puisses regarder dans le miroir et reconnaître la personne qui te regarde. Parce que le monde n'a pas besoin de plus de masques. Il a besoin de plus de personnes qui ont survécu à leur ombre et sont revenues avec la vérité.